Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et oui, les Milwaukee Bucks sont finalement une bonne équipe de basketball. C'est fou ça quand même. On revient un an en arrière, il fallait tout casser et là au final, bah non, on est de nouveau contenders. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Shai. Shai, comment vas-tu? Ça va très bien. Écoute, team Bonnet aujourd'hui, je vois ça. Toi aussi, tu dois vivre dans le grand froid ou juste être un peu frileux des oreilles comme moi, mais ça fait plaisir d'être là et de parler de quelque chose de positif et de pas de trop alarmant, alors que tout le début de saison, je t'avoue que j'ai été assez négatif avec ces pauvres Milwaukee Bucks qui vont bien mieux. Ouais, carrément, carrément. On en avait parlé, on avait fait notre petite preview d'avant de saison avec Benjamin Bush, un de vos collègues. Et puis, on n'était pas alarmistes, on était plutôt comment dire? Enthousiaste à voir une nouvelle saison. Le peu qu'on puisse dire, c'est que ça avait très, très mal, débuté et puis ça va nettement mieux là depuis quelques semaines. Avant de rentrer dans le vif de l'actualité, Shai, si je ne dis pas de bêtises du côté de Rivers Basket Session, vous avez un nouveau petit bébé à nous proposer. Absolument, alors c'est un peu différent des MOOC, auxquels on a maintenant habitué les gens sur une thématique précise. Là, il y a une thématique précise aussi, mais c'est un peu plus, comment dire? «Original» entre guillemets. C'est un bouquin qui s'appelle GOATS, et qui regroupe, c'est des classements en fait, des tops de toutes les sortes de GOAT. Alors, vous verrez qu'il y a pas le classement ultime du GOAT, c'était ça aussi l'intérêt. C'était de parler de tout ce qui fait, la beauté du basket. On a fait 130 classements indispensable et définitif. Qui est le GOAT de la passe aveugle, qui a porté la plus belle moustache en NBA, le GOAT des pires escrocs, le GOAT de la saison individuelle la plus folle. Voilà. Il y en a 130 comme ça, un peu décalés, originaux, très sérieux aussi en même temps. Et on a classé tout ça et puis ça, voilà, ça fait un objet plutôt fort sympathique que je vous recommande et qui est disponible sur le site de Basket Session comme toujours, comme pour les MOOC. Ça change pas. L'impression est terminée. On commence à faire partir les bouquins voilà, depuis quelques jours. Bah, la thématique est vraiment cool, donc si vous n'avez pas encore acheté vos cadeaux de Noël, je pense que c'est une bonne idée de Absolument. cadeau de Noël à retrouver sous le sapin. Bien évidemment, tout ça pour dire que le GOAT ultime reste LeBron James. Ah, Allez, on enchaîne. Parlons des Milwaukee Bucks, Shai. On va remettre un petit peu dans le contexte. Un début de saison plus que compliqué finalement. On était ouais. sur un bilan sur les 10 premiers matchs de 8 défaites pour 2 victoires. On était tout en bas de la conférence Est. Et puis là, sur les 9 derniers matchs, on est sur 8 victoires, une défaite. Il y a eu des absences de Giannis, il y a eu des absences de Dame. Chris Middleton n'a toujours pas foulé les parquets. Euh, Doc Rivers a été décrié. Doc Rivers est maintenant un héros. Bon, on va essayer de se poser 5 minutes et d'essayer de faire, de peser un peu le pour et le contre de cette situation. Toi, comment tu analyses cette espèce de résurrection un petit peu des Bucks? Est-ce que tu étais réellement inquiet du début de saison? On avait parlé de train, enfin, de limite de casser l'équipe, de traîner tout le monde. Et là, ça y est, enfin, finalement, Giannis est redevenu le meilleur joueur du monde. Comment tu vois un petit peu l'actualité des Bucks? Alors en début de saison, il y avait cette espèce de parcours parallèle pour la loose entre les Sixers et les Bucks. Et déjà à l'époque, je me disais que la situation des Sixers me semblait un peu plus inquiétante. Les Bucks, je leur laissais encore un peu de temps. Tout n'était pas très rassurant. Tu l'as dit, Doc Rivers avait du mal à trouver les bonnes solutions entre les absences des uns et des autres. Il y avait pas trop en termes de jeu sur le parquet, c'était pas non plus ultra rassurant. Même si, au contraire des Sixers, avaient un peu plus de matchs serrés et qu'il les perdait. Bon, il y avait quelques motifs de satisfaction et d'espoir, je trouve. Et assez rapidement, finalement, avec quelques ajustements dans le 5, avec la montée en puissance de certains joueurs, et puis Doc Rivers aussi, voilà, qui a aussi trouvé, il faut le dire. C'est-à-dire que moi, j'ai beau penser qu'il est peut-être plus adapté pour coacher un contender en 2024, ça reste un coach expérimenté qui est censé trouver les ressorts pour sortir de situations compliquées. Et là, c'est ce qu'ils ont fait. Là, ça fonctionne très bien. On en parlera plus tard. Je ne sais pas si ça veut dire qu'il faut tout de suite les réintégrer aux ultra favoris et contenders à l'Est, mais en tout cas, moi, je suis content de les voir comme ça. Et il y a surtout qu'il y a toujours une marge de progression pour cette équipe. Et elle est en tout cas revenue presque à la place qui devrait être la sienne. Parce que, enfin, je veux dire, quand tu regardes l'effectif, c'est pas possible avec Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard, des joueurs expérimentés autour, dont certains ne sont pas encore revenus, mais un coach qui, quoi qu'on en dise, a quand même de l'expérience et était déjà là sur la deuxième partie de saison dernière. C'est tout. Enfin, c'est des ingrédients qui, pour moi, surtout dans la conférence Est, doivent pas enfin, te faire te retrouver aussi bas qu'ils l'ont été à un moment. Donc là, ils sont en train de retrouver leur vraie place. À quel prix, on verra, parce que c'est aussi des efforts de devoir remonter les places comme ça, le classement. Mais j'étais inquiet au début,
parce qu'avec l'effectif qu'il y a, quand ça fonctionne pas, tu dis que c'est plus grave que ça, que c'est plus grave que simplement des absences ou autre. Et là, je suis bien plus encouragé par ce qu'on voit récemment, et c'est difficile de pas l'être. Oh non, c'est évident, c'est évident. Actuellement, du coup, les Bucks, là, avant de jouer ce soir leur dernier match de phase de poule de NBA Cup contre Détroit, du coup, se retrouvent 5e à l'Est avec un bilan presque, enfin, un peu mieux qu'à l'équilibre avec 10 victoires, 9 Mhm. défaites. On sait que de toute façon, cette conférence Est est plus que faible. Vous en avez beaucoup parlé dans vos CQFR et dans vos basket sessions depuis le début de l'année. Et on le voit globalement, de toute façon, il y a un réel déséquilibre, ce qui est du coup un avantage pour les Bucks, parce Mhm. que malgré un début de saison catastrophique, avec une bonne streak, tu vois, sur les 9 derniers matchs, avec 8 victoires, bah, tu te retrouves très vite à réintégrer un top 5 et enfin, t'es pas très loin du top 3. Pour parler purement stats, les Bucks ont actuellement la 15e pace de la ligue. Donc voilà, une équipe unique qui n'a pas besoin qui reste un petit peu dans ses standards, qui sait accélérer le jeu, mais qui peut jouer aussi demi-terrain. Enfin, ça se voit aussi avec la progression du duo Giannis Dame. On en Mhm. reviendra après. On a le 11e offensive rating avec 114 points par match et le 14e defensive rating avec 113,5 points. Tout ça, ça a été rééquilibré. Les ratings étaient bien plus catastrophiques il y a quelques semaines. Donc voilà, les Bucks sont vraiment sur une dynamique positive. Et ça, toujours sans Chris Middleton. Euh, Écoute, je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet, dans le vif de l'effectif. Il a été plus que décrié sur le début de saison. On sait que c'est un joueur qui a tendance à être sous-estimé, notamment au niveau du vote du MVP. Est-ce qu'on peut rationaliser 2 secondes et parler de Monsieur Giannis Antetokounmpo, s'il vous plaît? Donc Giannis, sur la streak des 9 derniers matchs, là, des 8 victoires et une défaite, c'est 34,5 points à 61% au shoot, 11 rebonds, 8,3 passes. Ouais, s'il est sous-estimé, comme tu dis, pour le vote du MVP, c'est presque plus par lassitude qu'autre chose. Que je pense que les gens qui regardent, ils savent qu'il est quand même, que c'est toujours un des meilleurs joueurs du monde. Il n'y a pas de problème là-dessus. Un joueur dont les stats sont un peu banalisés, parce que ses stats sont dingues, hein. Encore une fois, là, tu parlais de récemment, mais même sur la saison, il est quasiment à 33 points, 12 rebonds et à 6,6 passes. L'adresse, quasiment 61%. Alors, les 3 points l'intéressent pas ou plus, mais c'est pas très grave, hein. Il se concentre sur l'extermination de la raquette adverse. Je trouve que son mid-range, là, sur la série que tu as évoquée, est très, très en place aussi. C'est une arme qui est énorme pour un joueur avec ce profil-là à la base. Et je trouve que là, je le trouve plus en contrôle, plus en confiance des autres aussi. Statistiquement, c'est fou, en fait. Statistiquement, j'ai regardé. En plus d'être, parce qu'on n'en parle pas non plus beaucoup, mais c'est en plus d'être un candidat habituel pour l'MVP, c'est aussi un candidat habituel pour le Defensive Player of the Year. Donc, il doit scoltiner la charge défensive, une grosse partie de la charge défensive de l'équipe, tout en faisant plus de passes en moyenne que Shai Gilgeous-Alexander, plus de rebonds qu'un Anthony Davis, plus de points que tout le monde dans la NBA, parce que c'est le meilleur scoreur. Il est incroyable. Là, c'est le leader, comme on l'a connu. Il y a une petite période de flottement entre la saison dernière avec le départ de Jrue Holiday, le fait de vouloir faire venir Lillard, le fait de faire des menaces semi-voilées. Là, je trouve qu'on le retrouve à la fois sur le terrain. Il était déjà incroyable, attention, hein, c'était déjà fou, mais là, on le retrouve vraiment dans la régularité sur le terrain et en tant que leader. Je trouve qu'on l'entend de manière bien plus positive que les autres fois. Et ça fait partie des choses les plus rassurantes, je trouve, pour Milwaukee. Ouais, clairement. En fait, c'est hyper intéressant parce que Giannis, c'est quelqu'un qui s'exprime vraiment, qui n'a pas peur de prendre la parole au niveau des médias. Et c'est pas un joueur qui cache ses émotions. C'est-à-dire qu'on voit clairement quand ça va, on voit quand ça va pas. Moi, j'ai le souvenir, il y a quelques temps, quand ça n'allait pas encore, je sais pas si tu te souviens, dans le vestiaire, une interview où il s'adressait à un journaliste, c'est pas un joueur, hein, mais où il disait globalement, bah, si t'es pas content, sort du vestiaire, Ouais. ne reviens plus. Voilà, Giannis, c'est quelqu'un d'entier. Il y avait eu aussi cette petite altercation rigolote avec Jalen Brown. Là, on sent un Giannis focus sur son basket, qui a l'air épanoui, euh, et qui est juste tout simplement, c'est même plus dominant, mais c'est un rouleau compresseur quand il Mm. est comme ça. Il y a une stat qui est assez folle. Giannis, il est à 22 points de moyenne dans la raquette sur le début de saison. C'est un record qu'on n'avait pas vu depuis Shaq. La comparaison avec Shaq, elle est de toute façon, c'est alors, surtout le Shaq il fait vraiment penser au Shaq d'Orlando, quoi. Ouais, en Enfin, fait, dans c'est la période où j'ai vraiment commencé la NBA et du coup, alors c'est pas le même basket, c'est pas la même NBA, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, la domination implacable dans la raquette avec des qualités athlétiques plus explosives que ce qu'il a eu après avec les Lakers où il avait un peu de points en plus, mais la comparaison elle me paraît totalement justifiée. Et du coup, si même statistiquement il y a personne qui avait fait la même chose, ça a du sens, ouais.
Ah non, mais ça te montre le niveau de domination et ça en revient à ce que tu disais aussi un petit peu. Il a laissé de côté le shoot à 3 points. C'est-à-dire qu'il se Mmh. focus concrètement sur, bah, bully les défenses en pénétration dans la raquette où en fait tu ne peux rien faire. Il a développé un vrai shoot à mi-distance avec un turnaround de plus en plus efficace. Il y a son pourcentage aussi au lancer franc qui est en progression depuis quelques matchs. Bon, il a pas terrible le dernier match contre Houston, mais sinon globalement il tournait à plus de 70% sur les 5 derniers matchs. Donc là aussi tu sens qu'il y a du travail qui a été fait. Et en fait, toutes ces choses-là montrent que il a repris confiance dans son basket et qu'il a surtout aussi pris confiance en ses coéquipiers. Mmh. Euh, Parce qu'il faut aussi relativiser et dire que certes, ça n'allait pas en début de saison, mais concrètement, dans cet effectif, l'effectif est construit autour de Giannis avec des vrais shooters à 3 points, des vraies armes. Et en ce sens, bah, écoute, je te propose qu'on parle bien évidemment de son lieutenant numéro 1 favori qui est Damien Lillard. Dame, on va pas revenir sur son arrivée à Milwaukee qui a été assez controversée. Il allait pas bien dans sa peau. Il l'a dit, il y a eu des prises de parole. On sentait que le mec n'était pas bien et arrivé dans une franchise où manque de stabilité parce que beaucoup de discussions autour des coachs qui se faisaient virer. On ramène Doc Rivers, ce qui est pas forcément une folie dans la NBA actuelle, tu l'as très bien dit. Et puis même personnellement, il y a eu pas mal d'histoires autour de Mmh. Dame qui se sentait pas bien dans sa peau. Là, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression qu'on retrouve un Damien Lillard assez sérieux depuis même sur le début de saison qui était compliqué et sur les derniers matchs là, on est sur un bon Damien Lillard. C'est un autre Lillard, enfin ça ressemble un peu plus au Lillard qu'on connaissait. C'est un autre joueur et c'est, j'imagine, un autre homme aussi parce que tout ce que tu as évoqué, à demi-mot aussi, c'est des trucs, réels de sa vie perso qui sont compliqués, enfin, tu veux dire, tu passes, 10-12 ans dans une même ville avec, ta famille, dans le même club, dans le même environnement et tu dois changer du jour au lendemain. Alors c'était son souhait, hein, évidemment, il était OK pour partir, mais plus tous les remous qu'il y a eu autour de la franchise et de l'équipe, ça, c'était compliqué. Il était pas dans son assiette. Je trouve que là, sans forcément avoir besoin de faire les mêmes stats que ce qu'il faisait à Portland, c'est pas ce qui lui est demandé, il revient à des choses à la fois moins complexes, parce que je trouve qu'il se compliquait un peu la vie l'année dernière. Il avait l'air un peu perdu sur la fin de saison, enfin sur la saison, et du coup, ça a dénaturé un peu son jeu. Donc, à la fois moins complexe et en même temps, il a suffisamment repris confiance dans les trucs difficiles qu'il faisait avant et qu'il était un des seuls à réussir, c'est-à-dire provoquer, prendre des shoots compliqués. Tu vois, il y a une action que j'ai trouvé, j'étais devant le match contre Washington et où, bon, malheureusement, c'était sur Alex Sarr, tu vois, mais Sarr essaie de défendre haut sur lui et puis il dit, OK, j'accepte le challenge, c'est un rookie, je vais le taffer. Il dribble, il met son shoot à 3 points et voilà, ça c'est Damian Lillard, tu vois. Et à côté de ça, vu qu'il lui est pas demandé de faire des énormes cartons au scoring puisqu'il y a déjà Yanis, juste du playmaking, et il le fait bien, hein, il a 8 passes de moyenne, du playmaking et de l'efficacité relative, au scoring. Je pense que c'est beaucoup plus déjà que l'an dernier en fait. De la communication positive où tu sens qu'il est de plus en plus intégré dans l'équipe, la relation avec Yanis, oui, c'est un Lillard différent et ça change, fondamentalement le plafond de ce que sont capables de faire les Bucks, cette saison. Ouais, clairement, c'est un Lillard qui semble, alors on n'est pas encore une fois dans le vestiaire, on n'est pas dans la peau du garçon, mais qui semble beaucoup plus épanoui. Mmh. T'en as parlé, pratiquement 8 passes de moyenne, donc bien au-dessus de sa moyenne en carrière, qui est plus autour de 6,5. Euh, il tourne quand même pratiquement à 26 points de moyenne sur le début de saison, ce qui est quand même pas dégueu. Et quand t'es lieutenant à côté de Giannis, c'est quand même important d'avoir un gros scoreur, Ouais. notamment en cas d'absence de Giannis. Et moi, j'ai ce match contre Miami avec l'absence de Giannis où Lillard nous sort un match. Écoute, on va en parler rapidement. J'avais noté les stats. Je crois que c'est 37 points à 8 sur 13 à 3 points C'est avec ça. 12 passes. Ouais. Et puis là, tu avais vraiment retrouvé ce Damien Lillard en confiance où tout ce qu'il faisait semblait facile. Enfin, semblait en tout cas à sa portée, Mmh. avec une vraie confiance retrouvée dans ses prises de position, dans ses prises d'appui, une confiance aussi dans ses coéquipiers, parce que tu mets 37 points, mais tu délivres quand même 12 passes à côté. Donc ouais, tu sens que l'alchimie est en train de se créer entre les deux. Et en fait, moi, je trouve ça intéressant parce que on en avait douté. C'est-à-dire que se dire, Giannis Lillard, sur le papier, je ne vois pas comment ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que tu as l'un des joueurs les plus dominants dans la raquette avec l'un des joueurs les plus efficaces à 3 points, deux playmakers qui sont juste extraordinaires. Et en ce sens, les mecs viennent d'enchaîner 3 matchs à plus de 25 points, 10 passes. Premier duo à le faire dans l'histoire de la NBA, ce qui est quand même pas dégueu. On a attendu longtemps pour trouver cette alchimie, trouver cette osmose. Toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que ce duo Giannis Lillard peut être considéré comme l'un des meilleurs duos actuels de la NBA et peut
Je sais pas, on verra, hein, faut pas non plus s'amuser. Mais est-ce que ça peut être un duo qui peut pousser vraiment Milwaukee à je sais pas, à passer un step supplémentaire dans cette conférence Est? Ouais, sans aucun doute, de toute façon, c'était le but de la manœuvre à la base. Enfin, le risque énorme de perdre Jrue Holiday devait être compensé par le fait de récupérer, ça, de créer cette connexion-là entre deux joueurs qui sont faits pour s'entendre sur le terrain. La saison dernière, voilà, il y avait plein de trucs qui ont fait qu'on n'a pas pu vraiment avoir ça. Là, maintenant, il y a une forme depuis que la série négative est terminée, il y a une forme de quiétude chez eux qui est top. Tu vois, tu parlais du match contre Miami, il fait aussi 8 sur 13 à 3 points. Il hésite plus à prendre les tirs. L'année dernière, c'est fou de se dire ça quand tu as suivi toute la carrière de Damian Lillard. Depuis sa première saison NBA, c'est pas quelqu'un qui hésite à prendre les shoots, tu vois. Il a confiance en lui, des shoots parfois très lointains. Là, ça revient. Alors que l'année dernière, il refusait des tirs, tu vois, tellement il était pas en confiance ou par manque, à cause de difficultés d'acclimatation, je sais pas. Il y a plein de raisons possibles. Là, on le retrouve, il retrouve son identité de jeu. Et à la fois, oui, ce duo, je pense, doit en faire une équipe incontournable à l'Est. Évidemment derrière les champions en titre, parce que ça fait aucun doute. Boston, c'est une machine un peu différente, mais ça doit être sur le papier un outsider incontesté, parce que au-delà même de ce tandem-là, qui doit les porter très haut, il y a l'équipe qui est autour, qui normalement, il y a des mecs qui ont gagné le titre il y a pas très très longtemps. Bon, Middleton n'est pas encore revenu, mais ça doit être un de ces joueurs-là. Brook Lopez, dont on peut peut-être parler rapidement, parce que pour moi, c'est une des raisons de la métamorphose, de la transformation. Tout le début de saison, je passais les matins le CQFR à dire ouais, non, bref. Brook Lopez, j'ai l'impression, je me demande s'il est pas cramé parce que il prend plus et met plus de tirs à 3 points. La production offensive, défensive, c'est plus ça. Parce qu'il faut pas oublier que dans la quête du titre, ça a été un pion essentiel. La façon dont il défend en drop, c'est ce qui a fait le succès de Milwaukee quasiment toutes ces dernières saisons. Donc là, le fait qu'il revienne bien en attaque notamment, parce que c'est aussi quand même d'abord, avant d'être un bon défenseur, ce qu'il est devenu, c'était un très très bon attaquant. Son tout début de saison, là, le mois d'octobre, j'avais regardé, j'ai pas ça sous les yeux, mais son mois d'octobre, offensivement, c'était très en dessous de ses moyennes habituelles. Et là, sur novembre, il est repassé sur des chiffres bien bien plus intéressants. Et ça fait la différence. Tu peux écarter le jeu avec lui. Il est capable de scorer à l'intérieur. Il redéfend bien mieux aussi. C'est notable. Donc voilà, le tandem, oui, mais ce qu'il y a autour est fondamental également. Tu peux pas juste jouer avec deux joueurs sur le terrain de toute façon. Non, non, c'est évident. Bah, tu vois, j'ai les stats sous les yeux, là, Brook Lopez, sur les 5 derniers matchs. Tu es à 18, 13, 13, 11 et 21 points. Donc, t'as réellement cette troisième arme défensive. Alors, en attaquant beaucoup moins le cercle. Ouais. Ça, de toute façon, on le sait, Brook Lopez, plus le temps passe, plus il aime rester en dehors de cette arme de cercle et de la peinture. Ce qui n'est pas plus mal, en fait, quand tu vois la domination de Giannis, c'est bien d'avoir ce spacing. Donc, tu retrouves de l'efficacité à 3 points. Tu as l'un des meilleurs plus-minus sur les 5 derniers matchs aussi. Donc, tu vois l'efficacité en tournant à plus de 2,5 blocs par match aussi sur cette streak. Donc, tu retrouves aussi ce rim protecteur hyper important parce que, comme tu l'as très bien dit, Brook Lopez, c'est une arme offensive, mais c'est avant tout aussi un mec qui, quand il est dans la peinture et quand il est à côté de Giannis Antetokounmpo, on parle de duo d'attaque avec Damian Lillard, mais en termes de duo défensif avec Giannis, c'est juste monstrueux. Mais tu sais, c'est fou parce que je me rappelle sa première partie de carrière. Enfin, pour moi, c'est une des évolutions de carrière les plus fascinantes parce que pour moi, c'était que un pivot offensif à Brooklyn. New Jersey après Brooklyn. Limite, on se moquait de lui parce qu'il prenait 5 rebonds par match. C'est genre c'était juste un attaquant et c'était limite un handicap en défense. Et là, le gars, en deuxième partie de carrière, il a métamorphosé son jeu. C'est devenu un shooter et c'est devenu un défenseur élite candidat au titre de DPOY sur plusieurs saisons. Donc, ouais, en tout cas, je me faisais juste la réflexion comme ça, mais il est essentiel, Brook Lopez. Ah, complètement. Il fait partie de cette ossature et de cette colonne vertébrale des Bucks. Et si les Bucks vont mieux aujourd'hui, Brook Lopez en est aussi une des raisons. Pour élargir aussi un petit peu au niveau de l'effectif, on a parlé de construction d'équipe avec une personne qui est capable de percuter et d'agresser l'arceau comme pas beaucoup de joueurs dans la ligue. Et on sait que sur ce genre de profil, jurisprudence LeBron James, il faut l'entourer avec des joueurs qui savent shooter à l'extérieur. En ce sens, est-ce qu'on peut parler du très bon développement de Taurean Prince? Pour te donner les stats, alors Taurean Prince n'est pas forcément un énorme scoreur, il tourne à un peu moins de 9 points de moyenne sur le début de saison. Par contre, c'est le meilleur pourcentage à 3 points de la ligue sur le début de saison, avec 54% au shoot. Et à côté de ça, tu as aussi AJ Green, qui est le 7e meilleur pourcentage à pratiquement 48%. On était en galère avec Gary Trent Jr. sur le début de saison. Gary Trent est allé sur le banc et honnêtement, c'est
plus trop un joueur de basket, mais bon, ça on va pas, on va pas trop s'enflammer et s'étaler sur ce joueur-là. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que la construction de l'effectif commence à prendre réellement sens avec des vrais shooters extérieurs et que l'importance et la construction de cet effectif est pas si dégueu en fait? Non, non, mais sur le papier, de toute façon, la manière dont ça avait été construit, c'était plutôt intelligent, hein. Même, Trent en soi, sur le coup, c'était même une des bonnes pioches, je trouve. Après, la saison est encore longue et il peut retrouver, je pense, ponctuellement, l'adresse qu'il avait habituellement, là. Le match que j'ai vu la dernière fois, c'était contre Charlotte, je crois. Il fait 4 sur 5 à 3 points en sortie de banc, donc ça ponctuellement, il peut revenir. Donc lui, à la limite, voilà. Mais c'est plutôt les petits ajustements qui ont été faits en donnant plus de temps de jeu à certains. Tu vois, tu parlais des J Green, qui est une très très bonne surprise pour moi. Je trouve que c'est vraiment un très bon joueur. Taurean Prince, ce qui est bien, c'est que il est très adroit. Il a pas besoin de prendre beaucoup de tirs. Chaque fois que je regarde quand j'ai pas vu les matchs, je regarde un peu le box score et tu sais, toujours à 2 sur 3, 3 sur 4. Ouais, Jamais vraiment beaucoup de tirs. Voilà, très efficace. Et donc, c'est le genre de joueur qui apporte du liant dont ont besoin les superstars qui sont Giannis et Lillard. André Jackson Jr., que j'aimais bien à Yukon, qui apporte beaucoup de choses aussi, malgré son inexpérience. Donc là, ça faut aussi mettre ça au crédit de Doc Rivers d'avoir su trouver les trucs. Tu vois, il s'est un peu départi de joueurs qui étaient là depuis plus longtemps. Pat Connaughton, même Marjon Beauchamp qui a joué un temps, ça joue plus du tout, plus trop. Faut aussi mettre ça à l'actif de Doc Rivers qui a su faire les petits ajustements et c'est ce qui fait la différence. Mais ouais, t'as raison, pour répondre à ta question, le fait d'avoir des shooters efficaces autour, ça rend Giannis encore plus injouable en fait. En théorie, si t'as Lillard qui est à droit, Taurean Prince qui est à droit, Chris Middleton qui va revenir, qui est un mec qui shoot quand même fréquemment bien à 3 points. Attention, là, ça peut vite être l'équipe que t'as pas du tout envie de jouer en playoff s'ils maintiennent ce rythme-là en tout cas. Ah, mais concrètement, en fait, ça va redevenir l'équipe dont tout le monde avait peur. Et avant le début de saison, on se demandait qui allait être le plus gros concurrent, en tout cas le concurrent le plus sérieux à Boston. Les gens avaient cité les Knicks, forcément. Mais en fait, faut pas oublier que les Bucks, au complet, ce qu'ils ne sont pas encore, restent l'une des meilleures équipes à l'Est et même globalement l'une des meilleures équipes de la Ligue. Donc, ça va être hyper intéressant de voir le retour aussi avec Middleton. T'en as très bien parlé, je trouve que, et moi le premier, on a tendance à taper sur Doc Rivers quand ça va pas. Euh, il faut rappeler aussi que Doc Rivers est arrivé dans un contexte où lui-même n'était pas forcément très chaud d'arriver. Il était consultant, je crois, sur ESPN, si je dis pas de bêtises. Il avait été élu à ce moment-là coach pour être All-Star. Enfin bref, lui-même avait dit c'est une hérésie. Là, il a eu le temps de construire son effectif, un début de saison très compliqué, rejoint par Darvin Ham au coaching en tant qu'assistant. Et en fait, on se rend compte que petit à petit, il y a du positif, ça commence à porter ses fruits, notamment défensivement, avec des ajustements, l'entrée d'André Jackson dans le starting five avec Gary Trent Printemps qui sort du banc. T'en as bien parlé aussi, la réduction des limites de Pat Connaughton, Marjon Beauchamp qu'on voit de moins en moins, Bobby Portis qui est aussi mieux utilisé, je trouve, en sortie de banc, dans des rotations qui lui sont plus accessibles et dans lesquelles il peut plus s'épanouir. Donc il y a un équilibre qui s'est retrouvé. Et ça, il faut le mettre au crédit de Doc Rivers qui fait des choses globalement pas inintéressantes et qui a réussi à s'ajuster aussi avec l'absence de Chris Middleton. Absolument, et ça va donc le retour prochain normalement c'est imminent, hein. Alors on enregistre, il a quelques jours de reprendre. Ils ont été très très précautionneux parce qu'ils voulaient pas. L'an dernier, c'est pas qu'il est revenu trop tôt, mais il a eu beaucoup de mal à se remettre dedans. On n'a pas encore vraiment retrouvé le vrai Chris Middleton. Et après, quand tu arrives à ces âges-là, faut toujours être prudent. Mais il faut se rendre compte que c'était le lieutenant de Giannis Antetokounmpo sur le titre d'il y a 3 ans, quoi. Donc tu rajoutes un mec comme ça qui est expérimenté, qui va pas chercher à jouer pour sa tronche. Si ça prend bien, s'il est ne serait-ce qu'à 70-75% de ce qu'il sait faire, ça peut être très 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 très, très fort quand même dans l'idée. Donc ouais, Doc Rivers. Alors pour revenir sur ce que tu as dit, il y a un peu de, tu sais, c'est assez mystique un peu la façon dont il est revenu parce que oui, il était consultant, mais il se dit quand même qu'il était à moitié consultant aussi pour les Bucks, notamment auprès du coach Adrian Griffin. Donc il a plus ou moins facilité son propre retour au truc. Ça ne m'étonnerait pas outre mesure de la part de Doc, il a bien aimé arriver en disant ouais, je m'y attendais pas du tout. Vous vous rendez compte à quel point c'est dur. Personne n'aurait voulu de ce job, alors que bon, c'est évidemment faux, hein. Tu te rends compte, tu peux coacher Giannis Antetokounmpo, qui est pas encore trentenaire. Bon, Renou. c'est dur.
Alors que si demain on te propose de coacher les Pelicans, par exemple, tu vois, aujourd'hui en tout cas, c'est un autre c'est un autre job. Mais voilà, tout ça pour dire que moi aussi, je suis très très critique globalement, généralement en tout cas avec Doc Rivers, ou en tout cas la pertinence de lui donner 5 ans de contrat quand même, on va pas l'oublier, parce que le jour où ça tournera moins bien, ce sera un paramètre important. Mais il fait des très bons choix. De toute façon, moi j'ai jamais dit que c'était un mauvais coach, hein, attention. Hein, c'est juste, c'est plutôt ouais, en termes de personnalité et d'adaptation à un basket un peu plus moderne, voilà. Mais voilà, et je pense que s'il est encore là, c'est qu'il y a une raison, et pour l'instant, il a trouvé les solutions et il en aura encore d'autres à trouver parce que la saison est extrêmement longue. Là, on est au quart de la saison, mais Ouais, bien sûr. il y aura d'autres challenges, il y aura peut-être des blessures à gérer, des possibles trades, des choses comme ça, voilà. Mais pour l'instant, il fait le job et il le fait plutôt bien après avoir traversé des tempêtes, ce que d'autres équipes comme les Sixers que je citais tout à l'heure n'ont pas réussi à faire encore. Ah non, c'est clair. Moi, je maintiens le fait que ce ne soit, en tout cas, plus un coach, apte à être hyper efficace dans une NBA actuelle. Je pense que ça n'a jamais réellement été un grand coach et qu'il a plus profité, entre guillemets, d'être coach de grosses équipes avec des effectifs déjà bien complets. Par contre, ce qu'il faut pas lui retirer, c'est que on a souvent cette facette de coach player. C'est un mec qui sait très bien parler, qui sait se mettre, entre guillemets, son effectif dans la poche et son vestiaire dans la poche, et qui est un vrai manager d'hommes. Et là, on sent que c'est aussi le cas où, en termes de basket, il apporte rien. C'est-à-dire que dans le sens où il n'y a pas de réelle modification dans son impact, on sent que tactiquement, les Bucks ne jouent pas mieux au basket, mais par contre, sont plus en confiance et ça sourit plus sur le terrain. Donc peut-être que c'est à ce niveau-là que Doc Rivers apporte des choses. Et quand il le fait plutôt bien, quoi. Il est jamais meilleur que, là, c'est pas le cas cette année, mais normalement, il est jamais meilleur que quand il a une équipe un peu moins forte. Tu vois, au début de sa carrière de coach avec Orlando, puis avec les Clippers, les saisons où avant qu'il y ait Kawhi Leonard et Paul George qui arrivent, voilà, les équipes avec Pat Beverley et tout, moi je le trouvais bon. Il est plus fort dans ce sens-là. Là, c'est bon. Il retrouve une situation où il a quand même quelques stars et all-stars. Donc voilà. En tout cas, pour le moment, rien à dire. Doc Rivers fait le taf. RS, Doc Rivers sera bien coach au All-Star Game. Pour enchaîner, avant de rentrer sur la dernière partie calendrier qu'on aime bien faire dans le traitement des actualités, je voulais te poser une grosse question. Là, on dit beaucoup de bien de ces Bucks. La dynamique est bonne. Le retour de Chris Middleton approche. Tu en as très bien parlé. Moi, j'ai une question à te poser parce que c'est une question qu'on voit assez souvent dans les actualités, dans les réseaux sociaux. Et concrètement, c'est une question fondamentale dans le projet des Bucks sur cette saison. On approche de la trade deadline. Est-ce que les Bucks, si ils ont l'objectif, et on sait que l'objectif est bien évidemment d'aller au moins chercher le final de conf, s'ils veulent vraiment atteindre cet objectif-là et rester ultra compétitifs, est-ce que c'est pas le moment d'essayer de trader Chris Middleton et d'aller ajouter une pièce fondamentalement qui peut faire passer un step supplémentaire à cette équipe? Je sais pas quelle est la valeur de Chris Middleton aujourd'hui, en fait. Avant qu'on sache qu'il est capable de revenir à un top niveau. Tu vois, il y a 2 ans, je t'aurais dit impossible qu'il trade Middleton. Ils font attention, enfin, ils sont fidèles avec les joueurs et tout ça, avec les joueurs qui ont permis de remporter le titre. Ils iront jusqu'au bout avec, un peu façon Warriors, et au final, même les Warriors, du coup, ont perdu Klay Thompson, tu vois. Mais, là, aujourd'hui, maintenant que Jrue Holiday a été tradé, je me dis que c'est pas impossible. Par contre, est-ce que je le ferais? Non, je pense pas, parce que Middleton, tu vois, c'est pas une superstar qui a beaucoup besoin du ballon, comme d'autres ça aurait pu être le cas avec d'autres. Je pense qu'il faut d'abord voir comment il va revenir, et je pense qu'il va revenir très bien et qu'il est le joueur parfait pour compléter l'équipe qui est là actuellement. Donc moi, je jouerais la prudence pour le coup. J'aurais peut-être eu un discours différent s'ils n'avaient pas été sur une aussi bonne série, s'ils n'avaient pas redressé la barre après le début de saison. Là, il aurait vraiment fallu se poser la question. Il y aurait quand même eu la question de sa valeur, parce que aujourd'hui, quel genre d'équipe tenterait le coup avec Middleton, et qu'est-ce qu'elle serait prête à offrir qui serait suffisamment intéressant pour les Bucks? C'est la question. Est-ce que tu laisses un joueur dans l'équation, tu laisses un joueur plus jeune partir, que tu offres sur un plateau aux Bucks un joueur plus jeune, et tu récupères un type dont la santé est pas garantie? Je sais pas. Faut toujours aussi se poser des questions comme ça, je pense. Moi, personnellement, je le ferai pas. Après, est-ce que à mi-saison, peut-être que ils seront rentrés à nouveau dans le rang, ce sera plus compliqué, et puis là, Middleton sera revenu correctement, et avant la deadline, ils se poseront la question, et peut-être que là, voilà. Mais Giannis me semble quand même très, 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 très attaché à Middleton.
il l'était en théorie avec Jrue Holiday aussi, et il a pas freiné des cas de fer pour qu'il soit tradé. C'est un euphémisme. Donc non, moi je le ferai pas. Par contre, je dis, c'est pas du tout impossible que ça se produise. Hein. Ça veut dire les Bucks peuvent être dans cet état d'esprit-là. Ils font aussi en fonction de Giannis et des petits coups de pression qu'il met en interne maintenant, sans scrupule. Si à mi-saison il est pas content, si avant la deadline il est insatisfait et qu'il estime lui que ça peut aider la franchise, peut-être qu'ils le feront. Mon pronostic, c'est que ça reste comme ça jusqu'à la fin de la saison. Et s'il y a des trades, ce sera plus des trucs à la marge, des ajustements pour combler un manque dans la rotation ou quelque chose comme ça. Ouais. Pour recontextualiser rapidement, Chris Middleton, cette année, c'est 31 millions sur la saison 24-25. Et à la fin de saison, il est free agent avec une player option à 34 millions, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est aussi pour ça que je pose cette question-là. C'est-à-dire que là, on arrive dans un joueur qui va vouloir renégocier contractuellement, qui est de moins en moins là, en fait, sur les parquets, qui avait montré, si je dis pas de bêtises, l'année dernière, son retour pour les playoffs, qu'elle a montré 2-3 belles choses, son retour sur les parquets. Donc, c'est un joueur qui, quand il est en forme, est capable et une réelle plus-value aussi pour cet effectif parce qu'il apporte aussi des deux côtés du terrain. Après avoir, s'il est réellement capable de défendre, parce que c'est aussi de ça dont ont besoin les Bucks, c'est de défenseurs sur la ligne extérieure un peu plus robustes et un peu plus solides pour combler les manques de Damian Lillard notamment. Moi, je pense que la question se pose réellement. À voir, je pense que les Bucks vont se laisser le temps de voir Chris Middleton revenir sur le terrain et ce qu'il est réellement capable d'apporter. Faut voir aussi ce qui est potentiellement tradable et quelle est la monnaie d'échange que tu peux rapporter. Est-ce que tu peux réellement rapporter une plus-value? Sachant que. Parce que toi, tu penses qu'il devrait. Là, on te dit, OK, bon, là, Chris Middleton est sur le trading block. Si t'es à la place du GM des Bucks et que tu actes que Middleton peut être tradé, quel profil de joueur tu penses qu'ils ont besoin, en fait? C'est ça aussi qu'il faut se demander, je pense. Je partirais fondamentalement sur un défenseur élite. Enfin, un défenseur élite, en tout cas, un mec qui est capable de combler les réelles lacunes défensives sur la partie extérieure. Ouais. À l'intérieur, t'as pas besoin. Je pense que t'es assez fort et t'es assez robuste. T'as des rotations qui peuvent être correctes. Si Bobby Portis décide de se remettre à défendre, ça peut être intéressant. Moi, je pense que t'as réellement besoin de quelqu'un qui va te défendre. Ton spacing est relativement aussi intéressant. Donc, est-ce que tu cherches aussi un mec qui est capable de t'apporter, je sais pas, ta quinzaine, vingtaine de points, une troisième option, mais qui peut peut-être déséquilibrer aussi la rotation actuelle, qui est plutôt positive? Je sais pas. Et puis surtout que sur le marché actuellement, enfin, on approche de la trade deadline, il n'y a pas énormément de mecs disponibles et qui ont ce profil-là. Ce qui aurait été parfait, tu vois, c'est des profils type. Alors, même s'il est dans ça aussi depuis le début de saison, mais on en parle assez souvent, de type Mikal Bridges, de mecs comme ça qui peuvent être réellement des plus-values. Il n'y en a pas forcément en ce moment. Et est-ce que des équipes vont être capables de lâcher quelque chose pour Chris Middleton? Il faut voir aussi dans quel état de forme il revient. Moi, je pense que je te suis. Je prendrais pas le risque de trader. Je pense que au contraire, je resterai dans cette dynamique de terminer la saison telle quelle avec un effectif en prenant parti de on va essayer de relancer Chris Middleton en lui laissant du temps aussi de revenir. Pourquoi pas essayer d'aller choper une ou deux autres pièces et dans ce cas-là, tu vois, se séparer de joueurs comme Pat Connaughton qui n'apportent réellement plus grand-chose, Marjane Beauchamp qu'on a vu aussi beaucoup dans des discussions de trade. Et dans ce cas-là, essayer de bidouiller et d'aller renforcer plus ton banc que ton 5 de départ. Parce que du coup, avec le retour de Chris Middleton, c'est sûrement Andre Jackson ou Taurean Prince qui sera amené à retourner sur le banc à terme. Donc, ça t'offre aussi de la profondeur. Donc, à voir, moi, je pense que l'effectif est quand même réellement intéressant. Est-ce qu'il est assez intéressant pour aller compétitif face à Boston? Je pense pas. C'est la question. J'ai l'impression quand même que dans la version idéale, ils ont un des effectifs qui peut les gêner parce qu'ils ont des armes que peu d'autres ont. Personne n'a Giannis et presque personne n'a de Lillard. Et puis pour finir sur Middleton, c'est pour ça que je pense aussi qu'il le garde, c'est qu'à la fois il a les caractéristiques que tu évoquais sur ce qui peut théoriquement leur manquer actuellement. C'est quand même pas banal un mec qui est capable de scorer 20 points par match tout en étant un des meilleurs défenseurs sur l'aile. Et je pense aussi qu'ils doivent avoir des infos au niveau de sa santé, tu vois, s'ils se disent là ils ont pris le temps, je pense qu'ils savent qu'il va revenir à un niveau ne serait-ce que décent, et c'est pour ça aussi qu'ils le gardent et qu'à mon avis ils vont le garder. Mais ouais, moi je chercherais plus à recruter un peu à la marge, un truc, quelqu'un qui apporterait 10-15 bonnes minutes, que ce soit tu vois, moi presque à l'inverse de toi, peut-être que je prendrais plus à l'intérieur un mec un protecteur de cercle qui apporte 10-12 minutes, qui fait un peu le sale boulot, tu vois, qui est capable d'offrir une rotation derrière Giannis. Enfin bon, est-ce que ça changerait grand chose? Je sais pas, mais
je pense que ce serait pas nécessairement une mauvaise idée. Voilà, mon pronostic, c'est qu'ils gardent Middleton, et mon pronostic, c'est qu'il y a un scénario où ils peuvent être l'une des rares équipes qui embêtent Boston sur une série de playoffs. Là aussi, il faut que les planètes s'alignent un peu aussi, parce que Boston, peu importe l'équipe qui sont capables d'aligner tous les soirs, ils sont au-dessus de la mêlée. Mais s'il y a une équipe qui peut les embêter cette année sur une série, je pense que ça peut être Milwaukee. Ouais, je suis assez d'accord. Mais en tout cas, on va suivre ça de près. Shai, je te lance sur le petit pronostic à très court terme. Ok. Les Bucks sont leaders de leur pool de NBA Cup avec 3 victoires et jouent leur dernier match ce soir contre Détroit. Donc, on risque de les voir à Las Vegas très rapidement. Mais plus globalement, les 5 prochains matchs des Bucks, donc on a Détroit cette nuit, ensuite on reçoit Atlanta. Ouais. On se déplace à Boston, on se déplace à Brooklyn et à Cleveland. Donc, un calendrier assez sérieux sur une dynamique qui est intéressante. Comment tu vois les 5 prochains matchs des Bucks? Alors, ce qui est périlleux, c'est le Détroit-Atlanta en back-to-back. Enfin, périlleux, de toute façon de parler. Je pense que Détroit, tant que Détroit est un peu rentré dans le rang après son début intéressant, donc je pense que les Bucks vont battre les Pistons là-bas. Atlanta à domicile en back-to-back, faudra voir s'ils économisent Giannis ou pas sur l'un des 2 matchs. C'est la question que je me pose et qui pourrait changer les résultats. Admettons Détroit-Atlanta, normalement ça doit passer. Je pense qu'à Boston, ce sera une défaite. Déjà parce que les grosses équipes entre elles alignent rarement leurs meilleures équipes, donc c'est peut-être là aussi qu'il faudra pas exclure une mise au repos de Giannis ou de Damian Lillard. Brooklyn à Brooklyn, ça gagne. Et à Cleveland, là, ça va être un match intéressant. Et je pense qu'ils sont capables d'aller gagner chez les Cavs, qui, même s'ils ont réussi à redresser la barre après la fin de leur série, là, et les petits, il y a le match où ils ont pris 1 million de points, là, je sais plus contre qui, mais ils ont perdu. Je pense que les Bucks peuvent aller gagner à Cleveland, et que c'est le genre de match qui peut leur donner confiance aussi sur leur capacité à vraiment être à la 2e ou 3e équipe, en tout cas dans l'esprit, à défaut de l'être pour l'instant dans le classement. Donc ça donnerait 1, 2, 3 victoires, 2 défaites, je pense. Voilà. Non, pardon, 4 victoires, 1 défaite. Je pense qu'il y aura une défaite. Fin de série contre Boston, je pense. Et par contre, pourquoi pas une victoire à Cleveland et un 4-1 pour poursuivre la série de victoires. Il y aura plus de série, puisqu'il y aura logiquement, donc ils sont à 6 victoires de suite. Ouais. Bon, ils seront peut-être à 8, et je pense que le 9e, ça perdra contre Boston avant de reprendre une série positive. Voilà. Ouais, clairement. Et puis là, tu as 5 matchs avec un calendrier assez tendu. Enfin, tu te déplaces à Brooklyn, qui est relou à jouer, à Cleveland, à Boston. Après, c'est plus, entre guillemets, plus calme. T'as Washington, Chicago. Enfin, t'as Chicago 2 fois. Donc, t'as des matchs que tu vas pouvoir aussi récupérer normalement assez facilement si tu continues dans de la confiance. Donc, ça va être intéressant à suivre. En tout cas, vous, de votre côté, n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous pensez de cette résurrection des Milwaukee Bucks. Là, on voyait Giannis rejoindre les Warriors il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on en parle plus comme un candidat MVP plus que sérieux du côté des Bucks. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Allez acheter aussi le livre des GOAT du côté de Basket Session and Rivers. Il y a aussi le MOOC sur les petits. Absolument. Le MOOC Small qui est sorti il y a quelques temps, un peu juste avant le livre sur les GOAT, il est évidemment toujours disponible là aussi sur basketsession.com. Excellent. Donc voilà, des bonnes idées de cadeaux de Noël. Donc voilà, n'hésitez pas. Shai, je te remercie. C'était très cool de faire cette vidéo avec Merci toi. Tom, plaisir partagé comme toujours. Et puis écoute, on se retrouvera assez vite pour parler d'autres équipes et d'autres actualités. En tout cas, à très très vite. Si on se revoit pas d'ici là, passe de bonnes fêtes, passez de bonnes fêtes. Et puis, vive les Bucks. Allez, ciao. Ciao.